Dans cette vidéo, nous parlerons d'animation, mais aussi d'ésotérisme, de mort, d'histoire et de philosophie. Je recommande d'avoir vu le dernier Chapoté, puisque nous spoilerons sans merci et nous plongerons loin dans le lore pour parler d'un de ses personnages les plus fascinants, le loup, l'antagoniste ultime de l'histoire des studios DreamWorks. Si ce genre de sujet vous intéresse, soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche, lâchez un commentaire pour nous dire que vous appréciez notre travail. Sur ce, place à la vidéo. Le cinéma d'animation aujourd'hui vit une sorte de renaissance. On n'est plus exactement à l'époque où l'animation était synonyme de produits pour enfants sans âme ni substance. On parle beaucoup de Disney et Pixar sur cette chaîne, comme si c'était les grands maîtres de l'animation, mais s'il y a un cheval qui pèse dans cette écurie à leur côté, c'est bien les studios DreamWorks. Ils ont toujours été considérés comme le petit frère de Disney qui battait de l'aile dans l'ombre de l'enfant prodige, mais l'année dernière, ils ont prouvé être tout aussi capables que leurs rivaux une fois de plus. En 2022, on a eu beaucoup de films d'animation, et même si certains d'entre eux étaient très bien, je n'ai rien retenu comme quelque chose qui élève les standards du médium. En fait, l'animation en 2022, personnellement, je l'ai trouvé assez fade, jusqu'au mois de décembre. Le Chapoté, le dernier vœu, spin-off de Shrek, le personnage de DreamWorks le plus tristement célèbre sur Internet, est un chef-d'œuvre, ni plus ni moins. Ce film a beaucoup de bons aimants, mais le meilleur, à mon sens, reste le mystère qui entoure son antagoniste, le loup. Salutations et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, on parle du Chapoté, du loup qui représente la mort dans cet univers. Nous discuterons des théories autour de ce personnage et répondrons à la question « Pourquoi prend-il la forme d'un loup ?» Si vous avez besoin d'un petit rappel, voici comment le film se déroule. Poté, le plus intrépide des héros, vient de perdre sa 8e vie. Il est donc à sa 9e et sa dernière, ce qui le plonge dans un état de dépression. Jusqu'à l'arrivée d'un loup que Poté prendra pour un chasseur de primes. Le loup étant le meilleur combattant, le chat prendra la fuite, symboliquement tuant la légende. Il est ensuite révélé que le loup est en fait la mort au sens littéral du terme, venu collecter la dernière vie du chat, parce que le seul principe qu'il puisse vivre 9 vies au lieu d'une est une aberration. À la fin de son voyage, Poté déclarera qu'il sait qu'il ne pourra jamais échapper au loup, mais qu'il se battra quand même pour sa vie jusqu'au bout. Moment où la mort décidera de le laisser vivre parce qu'il venait de tuer la légende arrogante du chat, légende que Poté a su surpasser en comprenant la valeur de sa dernière vie. Et c'est ici que le mystère commence réellement. Pourquoi est-ce que la mort a laissé Poté partir? Qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, jusqu'où est-ce qu'on peut analyser ça? Toutes ces réponses et bien d'autres ici, voici 4 théories sur la mort de DreamWorks. La mort est un métamorphe. Pourquoi est-ce que la mort est un loup? Ça aurait pu être le sujet principal de la vidéo. En fait, à l'écriture, ça devait l'être, mais je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à dire. Premièrement, c'est inutile de chercher plus loin. Le loup est simplement la mort. C'est même dit textuellement dans le film, où le loup brisera le 4e mur pour clarifier les choses avec l'audience. Il dira « Je suis la mort », pas d'une façon poétique, ni métaphorique, ni rhétorique, « Je suis la mort » tout simplement. Une sorte de façon de s'adresser directement au spectateur et de lui dire qu'il a bel et bien la grande faucheuse devant lui. Mais alors, pourquoi est-ce que la grande faucheuse est un loup? Première hypothèse dite directement dans le film, à cause de la peur. Le loup dira clairement à Poté qu'il adore l'odeur de la peur, qu'il s'en nourrit, que ça le rend plus puissant. La théorie la plus évidente ici serait donc que la mort a pris la forme d'un loup pour effrayer Poté, pour le remplir de peur en prenant la forme d'un prédateur redoutable pour les chats. Il chasse donc un félin et prend la forme d'un canidé connu pour être un prédateur redoutable. Et à noter qu'à chaque fois que la mort s'attaque à Poté, c'est après un événement qui l'a épuisé ou qui l'a mis moralement à terre. Et sachez-le, point intéressant, dans la vraie vie, les loups sont des prédateurs, connus pour utiliser une technique de chasse qui consiste à poursuivre sa proie pendant des heures, voire des jours, jusqu'à ce qu'elle soit trop épuisée pour continuer à courir. Et c'est exactement la méthode de chasse employée par la mort depuis le début du film. Dans la scène de combat contre le géant, on peut voir les habitants du village faire la vague, et si on ralentit l'image et qu'on zoome bien, on peut apercevoir le loup ici, dans la ruelle. Et aussi pendant le montage où on voit Poté perdre ses 8 premières vies, on le voit affronter un sumo. On peut voir une silhouette encapuchonnée dans le background, chassant le Chapoté depuis bien plus longtemps que l'on pourrait le croire. En termes de build de combat, c'est aussi l'adversaire parfait pour le Chapoté. Il est grand, puissant, semble fort physiquement et possède une musculature incroyable. À l'instar du Chapoté qui mise tout sur des coups rapides et précis. Ce que fait aussi la mort. Il est non seulement très puissant physiquement, mais possède aussi une vitesse incroyable, faisant de lui l'adversaire parfait pour le Chapoté. Au final, la mort, rendant justice à son nom, est le prédateur ultime, inévitable et omniprésent, chassant le chat à travers ses 9 vies jusqu'à ce que la dernière soit éteinte. Le grand méchant loup.
Rappelons-le, le chapeauté, c'est le même univers que Shrek. Shrek, un endroit magique dans le multivers où tous les contes de fées, ironiquement adaptés principalement par Disney, sont réels. Par exemple, Poté lui-même est une adaptation du Chaboté de Charles Perrault, conte paru en 1697. Mais si vous connaissez quoi que ce soit sur l'histoire des contes de fées, vous savez deux choses. De un, le loup est un animal quasi omniprésent, et de deux, ce sont des histoires horribles. Le loup est une représentation du mal à l'état pur dans des contes comme Le Petit Chaperon Rouge, Les Trois Petits Cochons, Pierre le Loup et les Sept Chevreaux, et j'en passe. Et justement, parlant du Petit Chaperon Rouge, c'est un conte qui fut publié en 1697 par Charles Perrault, exactement comme le Chaboté. Mais sachez, dans l'histoire originale de 1697, il n'y a pas de chasseur qui vient à sauver. Le loup a gagné, tout simplement. Et c'est une tendance de faire gagner le méchant dans beaucoup de contes de fées. Surtout dans ceux incluant le loup, parce que, sachez-le, en vieux français, le mot loup ne désigne pas que l'animal qui est associé, mais c'est aussi une façon de dire un homme malveillant, un homme maléfique. Par exemple, on peut revenir encore une fois sur le Petit Chaperon Rouge. La morale de l'histoire, c'est de ne pas faire confiance aux inconnus. Parce que, sachez-le, le Chaperon Rouge, à la base, c'est une histoire horrible où une petite fille se fait abuser par un homme cruel et maléfique. Et si ce loup n'était pas juste un animal, et si ce loup était en fait un personnage de conte de fées, le grand méchant loup, symbole ultime du mal, de la cruauté, le prédateur ultime et le plus grand antagoniste de l'histoire de la littérature, à moins qu'il ne soit beaucoup plus réel que l'on pense. La bête du Gévaudan. Parlons un peu d'histoire et de folklore européen. Il est très compliqué de désigner exactement ce qui a donné vie au mythe des loups-garous, mais on l'attribue généralement à Lycaon, personnage de la mythologie grecque transformé en loup par Zeus après avoir tenté de lui faire manger de la chair humaine. Dans le film, le méchant Jack Horner possède un trident, symbole du dieu grec Poséidon, et la main de Midas, qui est aussi un personnage de la mythologie grecque. Sans parler de ce plan où la mort se présente avec des pièces dans les yeux, comme faisaient les Grecs à leurs défunts. Quel rapport avec la bête du Gévaudan? Eh bien, si la mythologie grecque est référencée, et surtout si on voit Poté courir dans les courses de taureaux à Pamplona, ça implique que dans ce monde, une certaine partie de l'histoire européenne est transposée dans la diégèse. Et en Europe, en France plus précisément entre 1764 et 1767, vous savez très bien ce qui s'est passé. La bête du Gévaudan, un animal anormalement gros, faisant entre 88 et 124 victimes estimées. Un animal que l'on assume souvent être un loup ou une sorte de canidé. Elle fut éventuellement abattue par un chasseur du nom de Jean Chastel le 17 juin 1767, mais pas sans laisser derrière elle un lot de mystère. Et c'est cette théorie que je vous propose. Et si le loup du Chapoté était inspiré de la bête du Gévaudan, une sorte d'homologue historique à cette créature, à ce monstre qui fera plus d'une centaine de victimes et qui terrorisera la France pendant plus de 3 ans. Comptons les similarités. De 1, la bête n'a jamais été déclarée comme étant un loup, mais beaucoup de témoins disent avoir vu un canidé anormalement gros et sanguinaire. Elle est même aussi souvent décrite comme aussi grosse qu'un âne, avec un pelage gris et touffu et une gueule pleine de dents aiguisées et acérées. Nous recherchons donc un animal anormalement grand, gris, avec une gueule de carnivore et qui laisse derrière lui le symbole du passage de la mort. Mais surtout, ce qui connecte les deux, c'est leur thème philosophique. La bête du Gévaudan est vue dans le folklore européen comme un symbole de la destruction, comme une sorte de démon presque surnaturel, agent du chaos, laissant derrière elle un véritable carnage. Versus ce loup qui représente la mort elle-même, deux bêtes très similaires au destin étroitement liés. Le loup est un allié. Moi, ce qui m'avait vraiment titillé dans le film, c'est de voir comment est-ce qu'on avait deux antagonistes principaux. D'un côté, on a Jack Horner qui convoite le même prix que Poté, mais de l'autre côté, on a le loup. Et pourquoi ça marche? C'est parce que le loup n'est pas un méchant comme Jack. Il est bien un antagoniste, mais pas au sens direct du terme. Là où Jack veut simplement le pouvoir pour être méchant, le loup est une sorte de force inarrêtable de la nature, personnification de la mort de l'antivie qui donne ironiquement un sens à cette dernière. On disait tout à l'heure que le loup peut être vu dans le background pendant le film, mais c'est simplement à la dernière vie de Poté qu'il se présentera pour collecter son âme. Mais il faut aussi se rappeler la présence de Kitty Patte de Velours, qui est aussi un chat, donc qui possède aussi 9 vies. Pourquoi est-ce que le loup n'en a pas après elle? Eh bien, la réponse se trouve à la fois au début et à la fin du film. Dans leur premier affrontement, le loup se battra avec le chat, le forçant à combattre. Il lui donnera même l'occasion de ramasser son arme et le forcera à continuer le combat. Si le loup est vraiment présent pour ramasser l'âme de Poté, pourquoi est-ce qu'il le force à combattre? Il est à sa merci, il est désarmé. Surtout quand on réalise qu'il est clair que la mort a le pouvoir d'attraper Poté n'importe quand dans le film. À la fin du film, le loup entrera en scène, marchant tranquillement à travers les flammes créées par l'étoile. Là où pour tous les autres personnages, entrer dans ce brouillard, c'est une mort certaine. Non seulement ça démontre la vraie force de la créature, mais surtout, ça impose sa puissance. Voici donc ma dernière théorie. Je pense que la mort est une entité présente non pas pour ramasser l'âme de
de Poté, mais pour lui apprendre la valeur de la vie. Au début du film, Poté rit de la mort. En fait, il est tellement désintéressé par la mort qu'il en oublie même de compter combien de vies il lui reste. Et quand on lui apprend qu'il vient de mourir et de ressusciter, il se met à rire. Relax! C'est juste en combattant le loup que Poté prendra conscience de sa mortalité, enterrant son équipement, tuant symboliquement la légende du chat Poté. À partir de ce moment-là, je tiens à le rappeler, mais le loup arrête de chasser Poté. On ne le revoit que quand il recommence à faire des choses dangereuses, car combat final où Poté, suivant son développement de personnage, lui fera la déclaration suivante. Je ne sais que je ne pourrai pas te vaincre, mais je n'arrêterai jamais de me battre pour ma vie. Le loup déclarera qu'il était venu ramasser une petite légende arrogante qui se pensait au-dessus du concept de la mort. Légende que Poté n'est plus. Il a appris l'humilité et surtout, il a appris à chérir la valeur de la vie. Il confirmera que Poté sait qu'ils se reverront. Il lui dira de vivre sa vie, de bien la vivre, jusqu'à ce que Poté lui fasse la déclaration jusqu'à la mort. Le loup n'était pas ici pour ramasser la 9e vie de Poté. Il était ici pour lui faire prendre conscience de l'importance de sa dernière. Il lui a appris à chérir le fait d'être vivant, à comprendre le chat à la place de la légende qu'il incarne, mais aussi lui apprendra que la vie est un cadeau éphémère, et c'est ce qui la rend si précieuse. Sur ce, mes amis, c'était mes 4 théories sur le chat Poté. Est-ce que vous en avez une préférée? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Et n'oubliez pas de proposer les vôtres en commentaire. Et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner au passage? Vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour voir plus de théories. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus en plus d'exploration de notre omnivore.